Elle semble juste dormir, mais elle est morte depuis plus de 500 ans. Et le plus effrayant, elle n'a pas été enterrée, elle a été livrée. Cette jeune Inca, trouvée au sommet d'un volcan, à plus de 6700 mètres d'altitude, est si bien préservée que ses traits semblent vivants. Mais la vérité derrière cette momie, connue sous le nom de la demoiselle, révèle un rituel ancien qui choquera même les plus sceptiques. Elle a été choisie pour un sacrifice sacré. Mais pourquoi personne n'a-t-il essayé de la sauver? Que s'est-il réellement passé avec cette adolescente au moment de la mort? Préparez-vous à découvrir une histoire qui mêle foi, pouvoir et l'un des rituels les plus controversés de l'histoire de l'humanité. Et le plus perturbant? Les examens médico-légaux modernes ont révélé quelque chose que personne n'attendait. Elle pourrait avoir été tuée avec un simple morceau de tissu. À partir de maintenant, tout ce que vous croyez sur les Incas, sur les sacrifices humains, et même sur le concept de mort, sera mis à l'épreuve. Regardez jusqu'à la fin, parce que ce que nous révélons dans les dernières minutes change tout. Le musée d'archéologie de haute montagne en Argentine dispose d'une structure avancée, incluant un laboratoire moderne de cryopréservation. Cette installation a été créée il y a environ 10 ans pour abriter l'une des découvertes les plus extraordinaires jamais enregistrées. Il s'agit d'une momie unique, la première de ce type trouvée dans les Amériques, qui a laissé les scientifiques complètement intrigués et perplexes. Une jeune fille qui semble juste dormir, mais qui reste dans cet état depuis des siècles, congelée de manière impressionnante dans le temps. La momie a été trouvée dans les montagnes indigènes d'Amérique du Sud, lors d'une expédition solitaire, dans un environnement extrême. Sur le sommet couvert de neige du volcan actif le plus haut du monde, le mont Lulaillaco. C'était l'année 1999, et une fouille archéologique à très haute altitude était en cours. La mission était dirigée par l'explorateur et anthropologue Dr Jan Reinhardt. À un moment donné, quelqu'un a crié « Maman !» Ils avaient localisé la tombe la plus élevée jamais trouvée sur cette montagne, à environ 6700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Quand la jeune fille a été retirée de la terre, elle était complètement enveloppée dans des tissus. Aucune partie de son corps ne pouvait être vue. Pourtant, les tissus ont immédiatement attiré l'attention, car ils étaient exceptionnels et incroyablement bien préservés. La plus grande surprise est venue lorsqu'ils ont commencé à retirer les bandages. En révélant le corps de la fille, l'ambiance a complètement changé. Il fallait parler à voix basse, agir avec une extrême prudence. Il y avait une sensation étrange dans l'air. À un certain moment, il semblait que tout le monde avait peur de la réveiller, tant l'apparence de vie qu'elle conservait était grande. Rien, cependant, ne s'est comparé au moment où ses mains ont été découvertes. Ce fut sans doute l'une des expériences les plus marquantes de toute la vie des chercheurs, car ses mains étaient parfaites. Il est devenu clair que celle-ci devait être, sinon la mieux préservée, l'une des momies les plus intactes jamais trouvées au monde. On n'en connaît pas d'autres dans des conditions supérieures. Autour d'elle, il y avait une collection impressionnante d'artefacts, céramiques, petites statuettes et tissus élaborés. Tout semblait complètement intact. C'était impeccablement conservé. Aucune plume endommagée, aucune couleur décolorée. Un véritable rêve pour tout archéologue. Quelqu'un a consacré un grand effort pour enterrer cette jeune fille dans un endroit absolument extraordinaire. Maintenant, une équipe de spécialistes se prépare à analyser ces objets, étudier le corps et tenter de percer les mystères qui entourent cette momie. La première grande question est « quand est-elle morte ?» Les objets trouvés dans sa tombe révèlent quelque chose de surprenant. Bien qu'ils paraissent neufs, les archéologues ont daté ces objets de plus de 500 ans. Ce sont des vestiges d'une civilisation légendaire, les Incas. Les statuettes, les céramiques et tous les éléments qui l'accompagnaient étaient clairement originaires de l'empire Inca. Cette jeune fille représente un lien humain direct avec le grand empire qui a dominé l'Amérique du Sud au XVe siècle. Connus pour des constructions monumentales comme le Machu Picchu, les Incas restent entourés de mystères. Décimés pendant la conquête espagnole, ils n'ont laissé aucun registre écrit de leur langue. C'est pourquoi cette fille devient une source rare et extrêmement précieuse de connaissances sur une civilisation perdue. Actuellement, elle est préservée sous les soins attentifs de Gabriela Recogno Browning. Pour elle, la jeune fille n'est pas seulement un objet scientifique. C'est une personne,
une jeune femme pour qui elle ressent de l'affection. Gabriella croit que l'une de ses missions dans la vie est de la protéger et de prendre soin d'elle. Connue affectueusement comme la demoiselle, cette momie attire des visiteurs de toutes les parties du monde. Cependant, beaucoup ne sont pas préparés à l'impact émotionnel de la rencontre. Quand les gens voient que la jeune fille, certains sont profondément bouleversés. Les pleurs et la tristesse sont fréquents, car il est difficile de comprendre la mort de quelqu'un d'aussi jeune, d'une petite fille. Une fille inca enterrée il y a plus de 5 siècles au sommet d'un volcan. Son corps provoque un sentiment d'étrangeté. Assise et légèrement inclinée, elle semble s'être endormie jusqu'à la mort. Mais pour comprendre réellement ce qui s'est passé, les chercheurs doivent l'examiner avec encore plus d'attention. Aujourd'hui, elle sera retirée de sa capsule. Elle sera vue de près, face à face. Il est extrêmement rare que les conservateurs ouvrent cette chambre spéciale de cryopréservation, conçue pour la maintenir congelée à une température constante d'environ -20 degrés Celsius. À partir du moment où elle est retirée, chaque seconde devient cruciale. L'équipe agit rapidement. Son état est si délicat qu'une autopsie est hors de question. Cependant, une tomodensitométrie peut fournir des informations essentielles grâce à une analyse médico-légale détaillée. Elle quitte le musée pour la première fois car elle sera soumise à cet examen. Personne ne sait exactement ce que les images vont révéler. La momie est transportée pendant la nuit lorsque les températures sont plus basses. En arrivant à l'hôpital local, elle devient la patiente ambulatoire la plus ancienne de l'histoire à passer une tomodensitométrie. À partir de ces images, le pathologiste légiste Dr Richard Shepard pourra enfin commencer à révéler les secrets que cette jeune fille a gardés pendant des siècles. L'une des questions centrales auxquelles les chercheurs doivent répondre est « Quel était l'âge de cette jeune fille ?» L'une des formes les plus efficaces de déterminer cela est par l'analyse de ses dents. Les troisièmes molaires, connues sous le nom de dents de sagesse, étaient encore présentes dans sa mâchoire. Cette caractéristique indique clairement qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge adulte complet. De plus, les mesures des os longs ont révélé une donnée décisive. Elle avait seulement 14 ans. En tant que pathologiste, le docteur Shepard est habitué à examiner des bébés, des enfants et des adolescents. Cependant, traiter ces groupes est particulièrement difficile, car ce sont des personnes qui sont au début de la vie et non à sa fin. De nos jours, la cause la plus fréquente de décès chez les adolescents est liée à des traumatismes ou à l'usage de drogue. C'est pourquoi surgit la possibilité que cette jeune fille ait subi un certain type d'accident traumatique dans la montagne. Des fractures osseuses pourraient fournir une piste essentielle. En analysant soigneusement le squelette, cependant, il devient clair qu'il n'y a aucune preuve de fracture. Rien n'indique qu'elle ait subi des lésions significatives ou un quelconque traumatisme qui pourrait expliquer sa mort. Dans des cas entourés de mystères, comprendre comment le corps a été trouvé et l'endroit où il a été découvert est fondamental. Ces détails peuvent offrir des informations précieuses pour comprendre les circonstances de la mort. L'énigmatique cas de la demoiselle commence par un corps localisé dans un environnement extrêmement isolé, aride et hostile. Actuellement, le mont Lulailako est à environ 10 heures de route de la ville la plus proche. Il s'agit d'un endroit si isolé que l'homme moderne n'a même pas essayé de l'escalader jusqu'à il y a environ 60 ans. Pourtant, de manière intrigante, cette jeune fille est arrivée jusque-là 4 siècles plus tôt. Quand nous parlons du XVe siècle, nous faisons référence à une période antérieure à l'arrivée de colons aux Amériques. À cette époque, atteindre des altitudes supérieures à 22 000 pieds était quelque chose qui dépassait simplement la capacité de compréhension humaine. Cela soulève une question inévitable. Qui était cette fille et pourquoi était-elle là? La montagne elle-même peut contenir la réponse. Congelée dans le temps depuis environ 500 ans, cette fille est considérée comme la momie la mieux préservée jamais trouvée au monde. Le secret de cette préservation extraordinaire est directement lié au lieu où elle a été inhumée. Enterrée dans la tombe la plus haute de la Terre, au sommet d'un volcan isolé, le processus de congélation a joué un rôle crucial. Le froid extrême est hautement efficace pour la conservation des corps. De plus, les grandes altitudes présentent des niveaux réduits d'oxygène, ce qui contribue aussi significativement à la préservation des tissus. Pourtant, la question essentielle demeure. Que faisait une adolescente au sommet d'un volcan? Le pathologiste légiste moderne, Dr Richard Shepard, a déjà enquêté sur des centaines de morts suspectes.
Son premier objectif est toujours de déterminer comment le corps est arrivé à l'endroit où il a été trouvé. Par expérience personnelle, il sait que déplacer un corps humain est extrêmement difficile. Il ne s'agit pas de quelque chose de simple à transporter. Découvrir si la jeune fille a gravi la montagne par ses propres moyens ou si son corps y a été emmené peut être la clé pour percer le mystère. Il existe aussi la possibilité que sa mort ait été accidentelle. Un autre détail crucial est la position dans laquelle la jeune fille a été trouvée. La placer dans cette position spécifique n'aurait pu être fait que peu de temps après la mort en raison d'un processus naturel du corps. Après le décès, il se produit la rigor mortis, un raidissement musculaire progressif. De cette façon, il est logique de conclure qu'elle est morte très près de l'endroit où elle a été enterrée et a été positionnée là, tant que le corps permettait encore cet arrangement. Cela indique que la jeune fille était probablement vivante quand elle est arrivée au sommet. Et ce détail peut être la clé de sa mort. À plus de 6700 mètres d'altitude, le sommet du Lulailako est situé dans ce que beaucoup appellent la zone de la mort. Dans ces conditions, l'air contient environ 50% moins d'oxygène qu'au niveau de la mer. Le docteur Marcelo Parada consacre sa vie à escalader des montagnes pour secourir des personnes dans un état critique et récupérer des corps. Selon lui, il est courant de trouver des alpinistes qui se sont simplement endormis jusqu'à mourir. Ils semblent être en paix, mais congelés. La demoiselle n'est pas le seul corps trouvé dans ces conditions dans les montagnes. Cela soulève une dernière question. Qu'y a-t-il dans cet environnement extrême qui pousse une personne à se recroqueviller, s'endormir et mourir? Quiconque a déjà été dans un tel endroit sait à quel point le corps humain souffre dans ces conditions extrêmes. Même de nos jours, bien que l'on dispose des meilleurs équipements modernes, escalader une montagne dans ces conditions reste une tâche extrêmement difficile et épuisante. Il suffit d'imaginer l'effort nécessaire pour monter dans cet air raréfié. C'est quelque chose d'impressionnant même pour un adulte entraîné. Penser qu'une fille de seulement 14 ans ait fait cela rend tout encore plus extraordinaire. Cependant, Marcelo ne croit pas que la jeune fille soit morte en conséquence directe de l'altitude extrême. Pour lui, il existe la possibilité qu'un autre facteur ait été le véritable responsable de sa mort sur la montagne. Les températures dans cette région peuvent atteindre facilement environ 30 degrés au-dessous de zéro. Un froid intense et implacable, aggravé par des vents forts et constants. Dans ces conditions, l'hypothermie peut s'installer très rapidement. Même avec des vêtements modernes, il est extrêmement difficile d'éviter la perte de chaleur corporelle dans cet environnement hostile. Maintenant, imaginez affronter ces températures en portant des vêtements d'il y a 500 ans. Le risque serait encore plus grand. L'hypothermie, souvent appelée mort douce, reçoit ce nom en raison de l'expression tranquille qui reste sur le visage de beaucoup de ces victimes congelées. Certaines personnes semblent calmes en mourant de cette façon, car le corps s'éteint lentement. Le froid induit le sommeil, et peu à peu, la personne s'endort jusqu'à congeler. Sereine, endormie et congelée, exactement comme la demoiselle semble l'être. Tout indique, à première vue, que l'hypothermie pourrait avoir été la cause de sa mort. Pour confirmer cette hypothèse, le docteur Shepard analyse soigneusement les tomodensitométries du corps de la jeune fille. L'hypothermie affecte tout l'organisme, mais les signes les plus évidents apparaissent habituellement sur les pieds et dans l'estomac. En examinant les pieds, il est possible d'identifier clairement tous les 5 os de chacun d'eux, ce qui indique qu'il n'y a pas de preuves évidentes de gelure, ni récentes ni anciennes. En observant l'estomac, le pathologiste cherche des altérations typiques de l'hypothermie, comme de petits ulcères superficiels sur le revêtement interne de l'organe. Cependant, aucun de ces signes n'est présent dans le cas de la demoiselle. Face à cela, le docteur Shepard conclut qu'il n'y a pas d'éléments indiquant qu'elle soit morte d'hypothermie. Toutefois, quelque chose de différent dans son estomac attire son attention. Il est surpris de constater qu'il y avait encore de la nourriture dans son estomac et des sels dans son intestin. Cela indique qu'elle mangeait et buvait jusqu'à environ 2 heures avant de mourir. Cette découverte suggère fortement une mort subite et non un processus lent ou naturel. Surgit alors une question inquiétante. Pourquoi quelqu'un ferait-il un repas en escaladant une montagne et quelques heures plus tard mourrait de manière si soudaine? Avec les enquêteurs perplexes, un nouveau spécialiste est appelé pour aider. Il utilise une méthode peu conventionnelle pour extraire des informations des momies. Quand les cheveux sont bien préservés,
Ils deviennent une véritable capsule temporelle, congelant des informations précieuses au fil des années. Le bioarchéologue Dr. Andrew Wilson croit qu'il peut percer le mystère en analysant les composants chimiques présents dans les cheveux de la jeune fille. Ces éléments permettent d'établir une sorte de chronologie, capable de reconstruire les derniers mois ou même les dernières années de sa vie. Pour cela, il prélève soigneusement un échantillon de cheveux de la tête de la momie pour analyse. L'étude chimique des cheveux peut révéler des détails impressionnants sur la santé de la jeune fille, ses habitudes, son comportement et même son alimentation. Les résultats ne tardent pas à apparaître. Le Dr Wilson identifie un changement significatif dans le régime alimentaire de la jeune fille environ 3 mois avant sa mort. Elle a commencé à consommer des aliments de conservation faciles, comme le maïs et la viande de lama déshydratée. Cette découverte est une piste cruciale. Les cheveux contiennent des traces de ces 2 aliments qui étaient des articles essentiels pour les voyageurs de l'ancien empire Inca. Les archéologues ont déjà identifié un vaste réseau de routes et de sentiers qui s'étendaient sur tout le territoire Inca. Le long de ces itinéraires, il existait des postes d'arrêt approvisionnés en maïs et en viande séchée, exactement les mêmes aliments trouvés lors de l'analyse des cheveux de la jeune fille. Les marques chimiques présentes dans ces mèches indiquent clairement qu'elle était en voyage. Un long voyage vers les montagnes durant ses derniers mois de vie. Si le docteur Wilson a raison, cette jeune fille de 14 ans a parcouru une distance considérable avant de mourir. Mais pourquoi ferait-elle un voyage si long jusqu'à un pic si isolé? Pour l'anthropologue Jan Reinhardt, la réponse se trouve dans le rôle spécial que les montagnes ont toujours eu dans la culture andine. Les montagnes sont considérées comme sacrées dans les Andes, car c'est d'elles que naissent les rivières qui alimentent les communautés. Elles semblent aussi contrôler le climat, puisque les nuages s'accumulent fréquemment autour d'elles. Le culte des montagnes reste extrêmement actif jusqu'à aujourd'hui dans les communautés traditionnelles dispersées dans toute la région andine. La terre-mère est vénérée, car c'est d'elle que viennent les ressources qui soutiennent la vie. Puma, une chamane moderne, raconte qu'elle escalade des montagnes pour faire des offrandes depuis l'âge de 6 ans. C'est pourquoi, pour elle, il n'est pas du tout étrange qu'une ancienne jeune fille Inca ait été trouvée dans un endroit aussi élevé et sacré que celui-là. Pendant des milliers d'années, les peuples anciens ont réalisé des offrandes en utilisant des graines et du charbon. Pour les Incas, les montagnes étaient des espaces sacrés, des destinations de pèlerinage où l'on rendait hommage aux dieux. Selon Jan, le volcan Lulailaco, étant le plus haut de la région, possédait une signification spéciale. On croyait que le Lulailaco contrôlait la fertilité des plantations et aussi la fertilité du bétail. Les Incas cherchaient à se rapprocher du royaume des dieux et pour cela, ils réalisaient cet impressionnant pèlerinage jusqu'au Lulailaco. Tout indique que la jeune fille est arrivée jusque-là pour des motifs religieux. Dans la cosmovision andine, les volcans représentèrent le ventre de la terre-mère, tandis que les filles symbolisaient l'essence féminine de cette force créatrice. C'est pourquoi des jeunes filles étaient emmenées dans ces lieux sacrés. Mais si la demoiselle participait à un pèlerinage religieux, pourquoi n'est-elle jamais revenue? Sans aucune preuve de traumatisme physique ou d'hypothermie, les enquêteurs ont commencé à examiner son corps avec encore plus d'attention à la recherche de nouvelles pistes. En observant le visage de la jeune fille, on remarque un volume inhabituel dans sa joue. Il semble qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de sa bouche. En analysant les images internes au moyen de radiographie et de tomodensitométrie, les spécialistes identifient la présence d'un objet coincé entre les dents du côté gauche et la joue. Surgit alors une question inquiétante. Est-ce que quelque chose a été placé dans sa bouche et a fini par causer sa mort? Et de quoi serait fait ce matériau? Ces observations soulèvent de sérieux soupçons sur les circonstances de la mort de la jeune fille, survenue il y a environ 500 ans. Cette fille a réalisé un long pèlerinage jusqu'à un volcan sacré. Malgré son jeune âge, elle a grimpé jusqu'à une altitude extraordinaire. Cependant, en atteignant le sommet, tout indique qu'elle s'est recroquevillée et est morte là même. À ce stade de l'enquête, la mort de la jeune fille reste un grand mystère. Quand on analyse le décès d'une adolescente, il n'y a pas d'indice d'une quelconque maladie naturelle. Il n'y a pas non plus de preuve qu'elle ait subi un quelconque type de traumatisme physique. Sans réussir à expliquer la cause de la mort, le docteur Shepard décide d'aller au-delà de l'analyse traditionnelle
exactement comme il le ferait dans un cas moderne impliquant un adolescent. L'étape logique suivante est d'enquêter sur la présence de substances chimiques dans l'organisme. Naturellement, il demande que des échantillons soient envoyés à un laboratoire de toxicologie. Il peut sembler étrange de chercher des drogues dans le corps d'une jeune fille qui a vécu il y a des siècles, mais le docteur Andrew Wilson réalise exactement ce type d'analyse. Et les résultats sont surprenants. La présence de cocaïne, ou plus précisément de ses composés chimiques, a été détectée dans les cheveux de la jeune fille. Trouver de la cocaïne dans le corps d'une adolescente d'il y a des siècles est quelque chose d'inattendu. Compte tenu de son jeune âge, de sa masse corporelle et de sa physiologie, les niveaux détectés sont extrêmement élevés. De plus, les examens indiquent une augmentation significative de cette substance au cours des 12 derniers mois de sa vie. À première vue, cette découverte semble choquante. Cependant, selon Andrew, il ne s'agit pas de la cocaïne telle que nous la connaissons aujourd'hui, associée aux connotations modernes. Ces composés sont dérivés directement des feuilles de coca. La drogue raffinée connue actuellement comme cocaïne n'est apparue qu'environ 400 ans après la mort de la demoiselle. La feuille de coca est une plante originaire des Andes, cultivée et consommée lors de rituels depuis des milliers d'années. Elle était aussi utilisée à des fins médicinales et continue d'être utilisée jusqu'à nos jours. Pour de nombreuses communautés andines, la coca est un aliment, un remède et même un oracle spirituel. Beaucoup de gens la mâchent comme stimulant pour supporter de longs voyages et soulager les effets du mal de l'altitude. Un signe classique de cette habitude est justement une protubérance sur la joue, exactement comme celle observée sur le visage de la demoiselle. Tout indique que l'objet mystérieux dans sa bouche était une boule de feuilles de coca mâchée. Si cette interprétation est correcte, selon la chamane Puma, cela révèle beaucoup sur qui cette jeune fille était réellement. À cette époque, tout le monde n'avait pas la permission de mâcher des feuilles de coca. Ce privilège était restreint à la royauté ou à des individus appartenant à des cercles spirituels importants. Puma soupçonne que la demoiselle n'était pas une fille ordinaire. Elle occupait une position spéciale au sein de la société Inca. Une analyse plus détaillée des objets trouvés dans sa tombe renforce cette hypothèse. Une tunique a été trouvée près du corps de la jeune fille. Elle était positionnée sur son épaule droite, mais il s'agit d'un vêtement typiquement masculin. Cela suggère que peut-être son père l'a offerte aux dieux. Il est possible qu'il ait été présent lors de l'inhumation. Les motifs géométriques présents sur le tissu fonctionnent comme un code symbolique d'alliance entre deux régions de l'État Inca. Cela peut indiquer que son père était un curaca, un gouverneur local, ou quelqu'un directement lié à l'empereur. Il s'agit d'une piste tentante qui relie la jeune fille à la noblesse Inca, possiblement même à la famille impériale. Ces indices suggèrent aussi que son père peut avoir accompagné la jeune fille durant le voyage et participé au rituel final d'inhumation. Peu à peu, son histoire commence à se révéler. La tombe elle-même fournit plus de preuves à travers les céramiques trouvées là, qui indiquent son origine. Une de ces céramiques est particulièrement spéciale. Sa décoration est typique de Cusco. Cela indique que l'objet est venu avec la jeune fille directement de cette ville. Aujourd'hui, Cusco est une ville animée et très visitée par les touristes. Cependant, il y a 500 ans, c'était la capitale du plus grand empire des Amériques, comparable en taille aux plus grandes villes européennes de l'époque, et résidence de l'empereur Inca. Nous pouvons imaginer l'empire Inca comme une grande roue, avec des routes qui s'étendent comme des rayons dans toutes les directions, connectant les diverses régions de l'empire. Le centre de cette structure était Cusco, l'axe du pouvoir politique et religieux. Sous une église espagnole construite ultérieurement, se trouvent les ruines du sanctuaire Inca le plus sacré, le Coricancha, dont le nom signifie « cour d'or ». Nous pouvons seulement imaginer à quoi cet endroit devait ressembler quand les Espagnols sont arrivés, couverts de plaques d'or qui reflétèrent le pouvoir et la spiritualité de l'Empire. Quand la lumière du soleil se reflétait sur l'or, l'éclat était si intense que des récits disent que certaines personnes en sont devenues aveugles. L'or représentait le soleil, et le soleil était la divinité suprême des Incas. Ils le vénéraient profondément, et leur religion ne se limitait pas seulement aux temples ou aux murailles. En fait, les Incas cherchaient à se rapprocher le plus possible du soleil lui-même, en escaladant les pics les plus hauts qu'ils parvenaient à atteindre. Tout comme le mont Lulayaco où la demoiselle a été trouvée,
Cela peut avoir été le chemin qu'elle a parcouru en quittant Cusco. À partir de l'ancienne capitale Inca, en suivant cette direction sur environ 1000 milles, on arrive au volcan Lulailaco. Les Incas ne connaissaient pas la roue ni n'utilisèrent de chevaux. Tout le déplacement se faisait à pied. Le voyage de la jeune fille l'a menée à travers des environnements extrêmement hostiles, incluant un désert si sec et dépourvu de vie que, dans certaines zones, il a déjà été comparé à la surface de Mars ou de la Lune. Il s'agit du désert le plus aride de la planète. Même les Espagnols affirmaient qu'en traversant ces déserts, on ne trouvait que des hors-la-loi ou des personnes considérées comme folles. Ce pèlerinage était extraordinairement long. Et, à la fin de celui-ci, la jeune fille a encore dû escalader un pic dont l'altitude ne serait atteinte par des Européens qu'environ 400 ans plus tard. C'est quelque chose de vraiment impressionnant qu'une fille de seulement 13 ou 14 ans ait réalisé un exploit de cette envergure. Peu à peu, une image plus claire de cette momie commence à se former. Une jeune fille de 14 ans avec des liens directs avec la capitale de l'Empire et possiblement même avec l'empereur lui-même. Une fille qui a parcouru d'énormes distances à travers des paysages dangereux et extrêmes. Cependant, ce long voyage s'est terminé par sa mort. Face à cela, les enquêteurs continuent de chercher de nouvelles preuves qui aident à comprendre ce qui s'est réellement passé. Des études réalisées sur les dents de la jeune fille ont révélé une usure accentuée. Cela peut indiquer qu'elle a traversé une période de grand stress et de tension durant le pèlerinage de Cusco jusqu'au Lulailaco. Une autre piste inquiétante est la présence de vomi sur ses lèvres. On sait que la jeune fille a vomi quelques minutes avant de mourir. Certaines théories suggèrent que le vomissement peut être un signe de peur extrême ou de stress intense. La jeune fille était-elle effrayée au sommet de la montagne? Et si elle l'était, de quoi exactement avait-elle peur? Ou de qui? Les enquêteurs continuent de réunir les pièces du puzzle de la vie de cette momie inca de 500 ans. La céramique trouvée la relie directement à la capitale de l'Empire, Cusco. La tunique suggère qu'elle était la fille d'un chef local. Les feuilles de coca indiquent à son insertion dans un cercle spirituel important. Mais il y a un objet qui se distingue par-dessus tous les autres. Une parure de tête très belle, trouvée dans un état de conservation extraordinaire. Il s'agit d'une pièce semblable à une couronne. Elle transmet la sensation de royauté. Pour les Incas, les plumes avaient une valeur encore plus grande que l'or. Pour Gabriela, cette coiffe représente la pièce finale qui manquait au puzzle. Ce type de parure était utilisé uniquement lors de cérémonies très spéciales, principalement par celles appelées les Vierges du Soleil. Les Vierges du Soleil étaient des figures largement connues dans tout l'Empire Inca. Des registres historiques indiquent que chaque année, un groupe choisi de filles était sélectionné pour servir le dieu Soleil. Certaines étaient très jeunes, pouvant avoir entre 6 et 8 ans. D'autres avaient peut-être 10 ans ou plus. La beauté était l'un des critères de choix. Et dans certains cas, les propres parents offraient leurs filles pour servir la religion inca. En devenant une Vierge du Soleil, la jeune fille était séparée de sa famille et ne retournait plus jamais chez elle. La céramique trouvée dans sa tombe suggère qu'elle a été emmenée à Cusco, et c'est là que le chercheur Johann Reinhard suit ses traces. C'était l'endroit où les Vierges du Soleil étaient gardées, les soi-disant Aclahuasi, considérées comme extrêmement sacrées par les Incas. Si la jeune fille a vécu à Cusco, elle serait restée derrière ces murailles, dans un isolement total, sans fenêtre. Ces bâtiments ont été conçus spécifiquement pour les maintenir séparés du monde extérieur, préservant leur pureté. La jeune fille vivait une existence cloîtrée, mi-religieuse, mi-prêtresse, préparant des offrandes sacrées pour le dieu Soleil. Elle avait rarement la permission de sortir. Alors surgit la grande question. Pourquoi a-t-elle quitté cet endroit pour réaliser un pèlerinage de 1000 milles jusqu'à une montagne lointaine? À un moment donné, les Vierges du Soleil avaient leur destin défini. Certaines étaient choisies pour devenir des concubines de la noblesse inca. D'autres, très peu, étaient sélectionnées pour quelque chose de beaucoup plus solennel. Servir comme offrande, comme sacrifice humain. La demoiselle n'est pas allée au mont Lulailaco pour apporter une offrande. Elle était l'offrande elle-même, choisie par son propre peuple pour être livrée aux dieux. Divers critères étaient considérés dans la sélection de ces enfants. Ils devaient démontrer certaines qualités, comme le charisme et le courage. Ils ne pouvaient pas être facilement effrayés. Pour les Incas, être choisi pour ce rituel n'était pas vu comme une punition,
mais comme un grand honneur. À Cusco, la jeune fille aurait été traitée comme une véritable déesse. Elle aurait participé à des cérémonies spéciales en présence de l'empereur Inca lui-même, étant largement vénérée et respectée. Elle a quitté Cusco entourée de gloire, et sa renommée l'a accompagnée jusqu'au volcan. On pense qu'elle portait cette parure de tête durant tout le voyage, vers sa destination finale. En passant par différentes villes, la coiffe indiquait qu'elle avait été choisie pour être offerte aux dieux. Cependant, derrière tout cet honneur, il existe une vérité dure et douloureuse. Une fille de 14 ans marchant sur 1000 milles, consciente qu'elle allait mourir. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre. Peut-être que ses croyances ont aidé à accepter son propre destin. Mais pour nous aujourd'hui, en ce siècle, il est presque impossible d'imaginer une situation comme celle-ci. Dans la langue quechua, le mot « sacrifice » n'existe pas. Le terme correct est « offrande ». Pour les Incas, donc, il ne s'agissait pas de sacrifices humains, mais d'un présent sacré remis aux dieux. Il existait, oui, des offrandes humaines. Le principe était simple et profond. Cette vie, cette terre-mère, Dieu a tout créé pour l'être humain. Face à cela, que pourrait-on offrir en retour? Seulement sa propre vie. C'était la plus grande forme de gratitude. La question qui demeure est, comment cette jeune fille a-t-elle perdu la vie? Aurait-ce été un rituel violent ou un adieu tranquille? Aucun signe évident de violence n'a été trouvé sur le corps de la jeune fille. C'est pourquoi, à la recherche de réponses, les enquêteurs ont commencé à analyser d'autres momies, d'autres offrandes humaines trouvées dans les montagnes andines. Certaines d'entre elles ont eu des destins clairement brutaux. Il y a environ 500 ans, la vie de cette jeune Inca est arrivée à son terme lors d'un rituel entouré de mystères. Elle a été emmenée jusqu'au sommet d'un volcan et offerte aux dieux. Et elle n'était pas seule dans ce destin. Au cours du siècle dernier, plus de 35 offrandes humaines Inca ont été découvertes sur des pics andins. Le docteur Jan Reinhardt a été responsable de la découverte de 18 d'entre elles. Toutes étaient des enfants. Selon lui, l'une des plus grandes difficultés pour les Occidentaux est de comprendre le fait que ces victimes étaient des enfants. Et, du point de vue Inca, il fallait que ce soit des enfants. La raison était la pureté. Parce qu'ils étaient purs, on croyait que les divinités les accepteraient plus facilement. Pour les Incas, cet acte n'était pas vu simplement comme la mort ou l'assassinat d'un enfant, mais comme une forme d'immortalisation. Mais comment ces rituels de immortalisation étaient-ils réalisés? Des chroniques historiques rapportent que l'usage de la violence était courant dans de nombreux sacrifices. Une jeune fille de seulement 7 ans a été trouvée dans un volcan, au sud du mont Lulayaco. Certaines personnes affirment que son expression faciale révèle une douleur intense. Sa bouche est restée ouverte dans un cri silencieux. Elle présentait une lésion claire dans le dos, une blessure évidente qui indiquait sa cause de mort. Elle avait été transpercée par une lance. Cependant, les tomodensitométries de la demoiselle ne révèlent pas de blessure de ce type. Elle est morte avec une expression sereine sur le visage. Alors que s'est-il réellement passé avec elle sur la montagne? En utilisant les preuves trouvées dans sa tombe et avec l'aide de chroniques écrites après la chute de l'Empire Inca, les enquêteurs ont reconstruit, étape par étape, ces derniers moments. Une possibilité plausible est que le rituel ait été soigneusement chronométré pour se produire le matin suivant le solstice de décembre, le jour 21, au premier lever du soleil. Les prêtres ont probablement brûlé de l'encens et réalisé des offrandes. On croyait que l'âme, avant de quitter le corps, traversait le lac de la vie et avait besoin de force et de vitalité. C'est pourquoi des cérémonies étaient réalisées pour la renforcer, en utilisant des plantes sacrées, des feuilles de coca et de la chicha. La chicha était une boisson fermentée de maïs offerte aux victimes avant la mort. Un verre de cette boisson a été trouvé intact dans la tombe de la jeune fille. Le docteur Wilson a identifié de hauts niveaux d'alcool dans son organisme, qui, combiné aux feuilles de coca, aurait provoqué de forts effets altérant la conscience. Ce qui impressionne le plus est l'effet sédatif de l'alcool. Il peut avoir causé un état de torpeur profonde et même des hallucinations. Ces effets auraient été utilisés pour contrôler la jeune fille, possiblement même pour l'isoler émotionnellement de l'environnement et des personnes autour d'elle, peut-être même de sa propre famille. La tunique masculine trouvée avec elle suggère que son père peut avoir été présent sur la montagne. Peut-être l'a-t-il observée pendant qu'elle se préparait à être offerte.
Les chroniques rapportent que, lorsqu'arrivait le moment du rituel, montrer de la tristesse ou des remords était considéré comme un péché. Certains disent que ces cérémonies étaient vues comme des événements heureux, un grand honneur pour les enfants. Pourtant, il est difficile de ne pas imaginer à quel point cela a dû être traumatisant. Le corps de la jeune fille garde des marques silencieuses de ces dernières heures. Sur ses joues, il y a des vestiges de pigments rouges utilisés dans des peintures rituelles. Ses tresses sont si serrées qu'elles doivent avoir été faites quelques heures avant sa mort. Et sur ses lèvres, il y a des signes de vomissement, possiblement un indice de peur ou de stress extrême dans les moments finaux. Il est extrêmement difficile pour nous, aujourd'hui, d'essayer d'imaginer comment tout s'est passé. Se mettre à sa place, marcher avec ses propres pas. La peur a certainement été présente. Peut-être y a-t-il eu une réaction intense en voyant l'endroit où elle serait laissée, enterrée dans cet environnement extrême. À l'aube, sa courte vie est arrivée à son terme et elle a été offerte aux dieux. Cependant, le rituel semble ne pas avoir laissé de marques visibles de violence. Le pathologiste légiste Dr Shepard, qui a déjà examiné de nombreux cas d'homicide impliquant des jeunes, a évalué soigneusement les preuves au moyen des tomodensitométries. L'hypothèse de l'étranglement devait être considérée spécialement dans un environnement isolé et inconnu. Toutefois, il n'y a pas de dommages à la musculature du cou, ni au cartilage laryngé, qui sont intacts et clairement visibles. Cela indique que la jeune fille n'a pas été étranglée. Sa mort continue d'être entourée de mystères. Mais l'enquête ne se termine pas là. Selon des registres historiques, il y avait une autre forme de sacrifice d'enfants. Certains enfants étaient enterrés vivants. Le docteur Marcelo Parada, du service de sauvetage en montagne, a déjà été témoin de morts similaires chez des victimes d'avalanches. Des personnes ensevelies pendant 4 ou 5 heures, trouvées mortes, avec de l'hypothermie et du vomi autour de la bouche. La jeune fille présentait aussi du vomi sur les lèvres. Serait-ce son destin? Aurait-elle été enterrée vivante par les prêtres? Dans des cas d'ensevelissement, il y a généralement des signes clairs de lutte, des marques sur les mains, des dommages aux ongles et aux doigts. En analysant le corps de la jeune fille, il n'y a aucune preuve qui suggère ce type de réaction. Johann Reinhard a été l'une des premières personnes à voir la tombe après qu'elle a été scellée pendant 500 ans. Selon lui, il n'y a pas d'indice de lutte à l'intérieur de la sépulture. Les objets autour étaient intacts. Le corps de la jeune fille ne semble pas non plus avoir été perturbé. Ses mains reposaient l'une sur l'autre. Si quelqu'un était désespéré, il serait improbable qu'il maintienne cette position. En réévaluant sa découverte, Johann a commencé à croire que l'instrument responsable de la mort était devant lui depuis le début. Un épais tissu de laine couvrait complètement la tête de la jeune fille, attachée fermement à l'arrière. À une altitude de 6700 mètres, avec un tissu couvrant la bouche et le nez, le manque d'oxygène serait immédiat. Marcelo convient que, dans ces conditions, il ne serait pas nécessaire de beaucoup d'efforts pour provoquer la mort de la demoiselle, spécialement en considérant son état d'ivresse. Il y a un point où le cerveau d'une personne intoxiquée est si compromis qu'elle ne parvient même pas à réagir. L'alcool peut avoir été administré justement pour faciliter ce passage, rendant le processus plus rapide et moins traumatisant. Dans des environnements à faible niveau d'oxygène, une personne affaiblie par des drogues ou de l'alcool succombe beaucoup plus rapidement qu'au niveau de la mer. Après avoir évalué toutes les preuves, le docteur Shepard arrive à son verdict final. En considérant tous les facteurs, il croit que l'asphyxie est la cause la plus probable de la mort de la jeune fille. Pendant 500 ans, cette jeune Inca a gardé le secret de la façon dont elle est morte. À partir de toutes les preuves réunies, l'asphyxie surgit comme l'hypothèse la plus cohérente pour expliquer sa mort. Il n'y a pas d'indice qu'elle ait souffert. Elle n'était probablement pas consciente. C'est l'effet de l'alcool, isoler la personne de l'environnement autour. On croit que la jeune fille est morte en paix. Dans ce contexte, il n'y a pas de signe clair de violence. Son visage transmet la sérénité comme quelqu'un qui se repose tranquillement. Quand les Incas ont offert cet enfant aux dieux, ils croyaient qu'elle vivrait pour toujours, éternellement jeune, immortalisée dans son sacrifice sacré. C'est ce que Gabriela préfère croire. Pour elle, la demoiselle est une déesse, éternellement jeune, immortalisée dans son sacrifice sacré. Un bonheur marqué par le traumatisme, peut-être, mais tout de même une forme de paix. L'alternative est simplement trop triste pour être supportée.